toi, t'as tous les... Oh non. Ah, attends, je crois que t'as accès aux fournisseurs. Bah, Non. j'ai accès au marché, mais pas vraiment au fournisseur. Non, mais t'as même pas... t'as que lire. Ah oui, ça tu l'as pas modifié. Faut que je reconnecte son truc. Je vais le mettre, le surgelé et tout, parce qu'en fait on a besoin, ils ont pas dû le mettre. Si je le mets, ça va marcher, sinon en fait il va falloir que tu mettes d'autres, mais il est bien rangé le produit, donc ça m'embête. Comment je fais? La France a un système de soins, on va dire, qui a été construit au cours des dernières décennies et qui est un système qui repose sur deux grands piliers. Une médecine de ville, qui est essentiellement une médecine libérale, essentiellement une médecine de proximité, de premier recours. Et puis un deuxième grand pilier qui est l'hôpital public. Et la caractéristique d'ailleurs, c'est justement que c'est un système de soins. On avait construit ce système de soins qui a ses qualités et ses défauts, mais enfin qui fonctionne quand même globalement bien, même si un de ses piliers, l'hôpital public, est actuellement en grande difficulté. Mais on soigne les gens dans notre pays, on les soigne plutôt bien. L'hôpital public va mal depuis, je dirais, 15-20 ans en fait. Et si on se souvient bien, avant la crise, en 2019, on a vu l'émergence de collectifs à Interurgence d'abord, puis repris par Interhôpitaux. Ces collectifs parlaient du mal-être de l'hôpital public, de la longue descente de l'hôpital public, et ils étaient vraiment le symptôme de ce malaise et du fait que finalement l'hôpital public allait très très mal en 2019. Donc les propositions étaient de remettre plus de moyens, à la fois plus de personnel et de payer mieux le personnel. On est sur un territoire dense, donc avec une population assez jeune, mais un département précaire. Concomitamment, la prévalence de certaines pathologies est vraiment importante sur le département, comme le diabète, l'obésité ou la mortalité infantile, par exemple, qui est élevée. Donc on est vraiment sur un département avec une population assez diversifiée qu'il faut prendre en charge. Ça, c'est une population assez fragile et qui arrive souvent en retard dans sa prise en charge. Il y a peu de prévention, entre guillemets, où la prévention a moins d'impact en Seine-Saint-Denis peut-être que sur d'autres territoires. L'autre aspect, ensuite, sur l'établissement lui-même, c'est qu'on a beau avoir 600 lits, une nouvelle fois, l'offre de soins reste insuffisante par rapport, une nouvelle fois, à d'autres territoires. À l'hôpital, ils ont voulu mettre en place une tarification à l'activité. Certaines activités étaient bien tarifées. Par exemple, un homme de 40 ans qui fait un infarctus, on sait quel est le protocole à suivre, on sait combien ça va coûter. Mais une dame de 85 ans qui a chuté dans sa cuisine et qui s'est cassé le poignet droit et qui, par terre au sol pendant plusieurs heures, a fini par développer une bronchite, quand elle est dans un lit d'hôpital, une fois qu'on lui a mis son plâtre et qu'on lui a donné des antibiotiques, en fait, c'est beaucoup de soins humains. Il faut des aides-soignantes, il faut des gens pour l'aider, pour aider à se lever, pour aller aux toilettes, pour la faire manger, etc. Ça coûte de l'argent et ça ne rapporte pas beaucoup. Donc petit à petit, on a déshumanisé les soins. Il faut savoir que les critères d'appréciation donc, sont de l'ordre de Paris 7,7 lits
pour 1000 habitants. Sur la Seine-Saint-Denis, on est à 2,6 lits pour 1000 habitants. Donc l'écart est très très important et la crise là n'a fait que révéler cette sous-dotation et ce sous-dimensionnement de lits pour la population du 93. C'est pas la même chose, hein. Ça veut dire quoi? En français, pour qu'elle réponde. Hein? Mais il ne faut pas croire que ceux qui nous gouvernent veulent la mort de l'hôpital. Ils veulent juste qu'il fonctionne avec le minimum de fric possible sur le dévouement et l'épuisement moral, psychique, physique des soignants. Elle a regardé 97 de ça, 71 de tout. Oh, c'est beau. C'est bon. Parfait. On attend l'attention et on y laisse. Une petite Jeannette. Et on va mettre. Prenez bien votre bras. Voilà, on se détend. On est entré dans la pandémie, et une pandémie, ça nécessite une réponse de santé publique avec un système de soins, mais avec un système de santé publique très faible. Et beaucoup de nos difficultés à affronter la pandémie sont liées à ce déficit de culture de santé publique et d'organisation en santé publique. À la fin, on va connaître le nombre de carrés qu'il y a sur le plafond. 3 fois 4 fois 12, divisé par 6, on est bon. Voyez, vous avez une petite occupation pour l'après-midi. Comptez le nombre de carrés. Ah, voilà. Même pas de télé, non. Attends, explique-moi là, on a fait tout notre tour à ce nom-là. C'est la volée, j'ai envie de dire. Allez, go. Mais si. Après, il y a qui fait de la plaque, mais c'est même pas les mêmes. Mais si, c'est l'infirmière de nuit. La réanimation, c'est une spécialité que le grand public connaissait probablement mal avant la Covid. La réanimation, c'est ce que les gens comprennent mieux quand on parle de soins intensifs ou de soins critiques. Donc c'est les services où on met les patients qui ont des maladies graves, qui mettent en jeu leur pronostic vital à court terme, ce qui nécessite une surveillance rapprochée, donc des moyens de surveillance des patients avec des machines qui surveillent les malades, avec un personnel infirmier et soignant et médical beaucoup plus nombreux et présent 24 heures sur 24. Et c'est aussi l'endroit où on peut mettre en place des techniques pour suppléer aux organes qui sont défaillants, le cœur, les reins, le poumon, etc. Donc c'est l'endroit où on fait la respiration artificielle, où on fait la dialyse pour les gens qui ont des problèmes de reins aigus, où on met des médicaments pour aider le cœur, etc. L'hôpital de Montreuil, enfin, le service de réanimation de l'hôpital de Montreuil, c'est un service de 18 lits avec deux secteurs, un secteur réanimation et un secteur dit de surveillance continue qui prend les malades de gravité intermédiaire. Et il y a des ratios en personnel qui sont normés. Et donc mon service, c'est un service qui, pour faire tourner ces 18 lits, comporte une équipe de 8 médecins seniors réanimateurs, de 5 à 6 internes, 2 secrétaires, 2 cadres, une infirmière référente pour le matériel, une psychologue, une kiné et à peu près 70 infirmières et aides-soignants. Voilà, c'est une équipe très importante, très conséquente, qui permet d'assurer les soins continus. Donc les liens que vous développez, le sentiment d'appartenance que vous développez
et la cohésion d'équipe, c'est des moteurs importants pour permettre le fonctionnement quotidien. En fait, la pandémie, nous, au début, on l'a vu de très très loin. Ça se passait en Chine, quelques cas. Sincèrement, on s'est, enfin, moi particulièrement, je me suis dit, ils vont gérer comme ils ont géré leurs épidémies de SRAS déjà telles qu'on avait pu les connaître. Et plus ça s'approchait et plus on se disait, de toute façon, l'effet dans notre territoire sera inéluctable. Et quand on revient un petit peu en arrière, au moment des premières données qui nous sont envoyées de la Chine, pour en parler de manière assez fluide avec les infectiologues ou le laboratoire, une nouvelle fois, personne ne s'attendait à un virus de cette ampleur. Donc une nouvelle fois, quand la crise elle est arrivée en Chine, les premières données qui nous étaient remontées n'étaient pas forcément très affolantes sur l'ampleur que ça a pris évidemment par la suite. Évidemment, avec les clusters et l'épidémie qui se propageait en Italie, puis après dans l'est de la France particulièrement, ça a commencé bien évidemment à interroger l'ensemble des centres hospitaliers. Et puis nous, on s'est dit qu'on allait devoir faire face à une vague, et peut-être dans les premiers, juste après le grand test, du fait de notre population. Est-ce que, donc c'est déjà pas mal, EP, asthme. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé en dehors de ces deux pathologies? Non. D'accord, très bien. Ok, il n'y a pas de problème d'allergie, tout va bien? Non. Je reprends allergologique. Aujourd'hui, vous êtes en forme, tout va bien, pas de fièvre, pas de symptômes particuliers. Ok. Très bien, bah écoutez, on devrait pouvoir vous faire la deuxième injection sans problème. Les recommandations, c'est une fois l'injection, il faut juste comprimer comme ça avec un petit couteau pendant 2 minutes. La partie injectée. Et puis il y aura une surveillance d'un petit quart d'heure en salle d'attente. L'infirmière est en train de préparer la fibrillation. Le bras que vous voulez, vous voulez le faire sur le bras dans 2000, c'est ce qu'on pense, et puis après on peut le faire où vous voulez. Vous voulez à droite? D'accord. Il n'y a pas eu de souci, je vous le demandais, il n'y a pas eu de souci de vaccination, ouais. Il n'y a pas eu d'hématome ou de choses comme ça, non? J'avais juste un petit, c'est tout. D'accord, ça s'est résorbé. Et beaucoup de fatigue. Là, on va vous donner la deuxième attestation de deuxième injection et puis le QR code. D'accord. Bras droit, vous voulez, madame? Oui, pour le numéro 12, c'est 22 ça a changé? 96. Ah, c'est la même. D'accord, nickel, merci. Ok, merci. Et on voyait bien qu'il y avait un gap entre ce que vivaient nos confrères et nos confrères dans l'Est, ce que voyaient ou croyaient nos autres confrères sur le reste des territoires et ce que disaient les politiques. Il y avait une différence sur ces trois postes en fait. Et donc immédiatement, j'ai essayé de mettre en relation les médecins de l'Est avec des médecins d'autres régions pour qu'ils se parlent, qu'ils se confrontent à la réalité et qu'ils voient le drame qu'étaient en train de vivre nos consoeurs et nos confrères de l'Est en termes de manque de matériel, en termes de peur, en termes d'adaptation à cette pathologie. Et tout ça, ce n'était pas compris. Et on voyait bien que les politiques qui avaient tendance à minorer cette affection au départ, qui nous disaient, il se passe, globalement, on nous disait, il ne se passe rien, quoi, ça ne va pas frapper la France, etc. Alors qu'en fait, nos consoeurs et nos confrères de l'Est avaient déjà des patients qui avaient ce type de pathologie. C'est vraiment très différent aujourd'hui que ce que c'était en 2020. Pourquoi? Parce que la crise, elle se poursuit dans la durée et toutes les réorganisations, toutes les mesures qu'on a prises en mars-avril 2020, c'était des mesures exceptionnelles que nous n'avons pas la possibilité de continuer pendant 1, 2, 3 ans
sans arriver à un moment donné aux limites, notamment les limites des professionnels eux-mêmes, qui ont réalisé des heures supplémentaires sans compter pendant plusieurs mois, qui ont accepté beaucoup de réorganisations en très peu de temps. Et aujourd'hui, on a un besoin de professionnels partout dans la région Île-de-France, des postes vacants dans tous les hôpitaux. Il n'y a pas un départ massif de professionnels, mais ce qu'on constate quand même, c'est des projets personnels que les agents ou que les professionnels pouvaient avoir, qui n'étaient pas arrivés à maturité et qui, là, avec la crise, ont fait que les projets se réalisent beaucoup plus vite que prévu. Je pense à des départs en retraite, par exemple. Certains agents vont précipiter leur départ en retraite alors qu'ils ne l'envisageaient que dans 1 an ou 2. Là, ils vont faire valoir leur droit à la retraite en lien avec la crise. Des projets perso de départ en province, on attendait que les enfants aient un peu grandi pour partir en province. En fait, ils n'attendent pas. Ils concrétisent leurs projets dorénavant. Non, elle m'a dit qu'elle l'a fait pour demain. Ah oui, mais qu'elle l'a fait pas. Je lui mets de l'hypno. Tu penses que ça explique Oui, parce qu'elle a dit quoi Julia m'a dit de commencer parce qu'elle avait des signes d'inconfort. Même 60. Mais après, je mets pas, je mets à demi-grammaire. Parce qu'elle a des signes d'inconfort, elle tire. 1 milligrammaire, vous dites 9. Oui, le gars, quoi, les Covid chez eux. Ici, on a hypno. On a hypno, morphine, sucre. Scopolamine, c'est ça? Je me rappelle. Alors, il faut déjà savoir qu'avant la crise, on avait déjà des postes vacants. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on n'était pas à plein. On ne démarrait pas déjà dans une situation qui était parfaite. La crise est venue accentuer cet aspect-là. Donc la première solution, c'est de diminuer votre capacitaire pour vous concentrer une nouvelle fois à affecter le personnel là où vous avez encore des lits ouverts et sur ça, certain nombre de lits, des personnels en supplémentaire à y mettre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que surtout vous jonglez d'heure en heure, pour ne pas dire de jour en jour, sur l'absentéisme qui arrive, sur les règles aussi de maintien à domicile quand vous avez été contact ou quoi que ce soit du personnel. Et donc vous jonglez finalement avec de l'absentéisme que vous gérez à longueur de journée avec beaucoup la direction des soins qui est en charge, bien évidemment, sur la partie soignante de cette organisation-là. On verra si ça repart. Après, est-ce que, avec tout ce qu'on a vécu et la vision qu'on a maintenant et ce qu'on a appris, est-ce que la gestion va être la même? Est-ce que... c'est ça aussi. Est-ce que les conditions vont changer? Est-ce que... Le Covid en lui-même, c'est une parenthèse. Alors c'est une parenthèse, et on va en reparler je pense, mais une parenthèse qui permet à l'hôpital de se recentrer sur quelques tâches, et même pas un recentrage sur vraiment ce qui est important, sur un recentrage sur quelques tâches, mais qui a secoué l'hôpital. Et en secouant l'hôpital, il a aggravé la situation. C'est pour ça que nous, des fois, on est en colère quand on voit à l'extérieur certains comportements et des gens, même des fois de notre famille, qui nous disent « Ah, c'est bon, ouais, c'est fini, ou bien « Mais non, on est vacciné, ah, mais non... Alors que nous, on est au quotidien et on voit dans le lit, ça pourrait être notre frère, ça pourrait être notre père. À un moment donné, on a tous fait des transferts sur nos parents. La plupart des patients, ils avaient l'âge de nos parents.